Oui, merci. Bonjour à tous. Moi, ce débat fait évidemment écho aux batailles qu'on a pu mener lorsque j'étais députée et qu'on a voté la loi ZAN. J'étais à la commission climat et résilience et je dois vous dire que c'est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que je constate que les élus du territoire métropolitain jouent le jeu et mettent en œuvre l'esprit de la loi. Donc évidemment, c'est pour moi une grande satisfaction de voir les choses aboutir. En revanche, je rejoins un certain nombre d'interventions de mes collègues. Alors, je vais piocher à gauche, à droite, mais en l'occurrence, c'est vrai. Je rejoins Chloé Pantel. Il faut vraiment faire attention parce que sur les chiffres et sur ce que l'on pioche sur les zones AU, par rapport aux réserves qu'on avait pu faire il y a quelques années, selon les territoires, les stratégies n'étaient pas les mêmes et ne donnent pas le même résultat aujourd'hui. Et je trouve que sur ce point, vous pourriez aller un peu plus loin et être un peu plus volontariste. Je trouve que là-dessus, Chloé Pantel a raison. Deuxième élément, il y a, je crois, et là je rejoins les propos de Christophe Reville, un vrai sujet sur les enjeux de densité, une espèce de cache-cache assez malsain vis-à-vis de nos habitants, avec un discours très populiste qu'on peut entendre derrière moi, qui dit « Ah non, stop au bétonnage ». Alors quoi? On ne construit plus de logements? Alors que c'est le premier besoin des ménages, que c'est la première charge des ménages dans les enjeux du coût de la vie et du pouvoir d'achat. Et plus il y aura de logements, plus on construira des logements, moins ils coûteront cher. Et donc, plus le pouvoir d'achat, dans un équilibre global, se retrouvera pour les plus précaires, pour les jeunes ou pour les gens seuls, quel que soit leur âge. Donc, à un moment, on ne peut pas tenir les deux discours. Et au moment où on parle du ZAN, dire qu'il ne faut pas bétonner. Et au moment où on parle de logement, dire qu'il faut construire des logements et reprocher à la métropole, comme d'ailleurs à la majorité de la ville de Grenoble, de ne pas en construire. Donc là-dessus, pardonnez-moi, chers collègues, mais je pense qu'il y a des limites à votre démonstration qui est de taper à tout prix sur tous les sujets et de ne pas assumer des politiques volontaristes de construction de logements. Et enfin, un point sur ces logements, justement. Je fais partie de ces urbanistes assez sensibilisés sur la question depuis 25 ans. C'est mon métier initial. Et le problème, c'est aussi ce qu'on construit comme logement. Alors, c'est combien on en construit, mais quel type de logement on construit. Donc, au-delà des enjeux de densité, c'est-à-dire la verticalité, c'est-à-dire essayer autre chose, il ne s'agit pas de faire les tours qu'on a construits dans les années 60, il s'agit de faire d'autres constructions. Et encore une fois, la densité n'est pas qu'en hauteur, elle peut être aussi en compactant un certain nombre d'aménagements, mais tout ça, il y a plein d'experts qui le disent depuis 20 ans et qu'on n'écoute pas assez en tant qu'élus locaux. Et donc, sur les logements, la difficulté, c'est que depuis, ça s'est d'ailleurs accentué depuis la crise Covid et les enjeux de confinement, nos habitants, pour ne pas rêver d'un petit pavillon individuel dans le périurbain avec 150 mètres carrés de jardin et 90 mètres carrés de maison, si on veut qu'ils arrêtent de rêver de ça et qu'ils arrêtent d'acheter ce genre de pavillon qui les pousse à utiliser leur voiture tous les jours, qui les pousse à sortir et à quitter, à déserter les centres-villes, il faut construire autrement dans les centres urbains. Et comment il faut construire? En écoutant ce à quoi ils aspirent. Nous sommes les représentants des habitants, écoutons ce à quoi ils aspirent. Et arrêtons de construire l'inverse de ce à quoi ils aspirent, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hélas. Qu'est-ce que nous disent nos concitoyens? Des choses basiques, et ça va vous faire sourire, comme souvent ça fait sourire. Ils veulent des appartements ou des logements plus grands. Or, nous, un F3, depuis 15 ans, a perdu 15 mètres carrés. Donc, les gens veulent des logements plus grands. Il faut arrêter de diminuer la taille des logements T1, T2, T3. Il faut que les logements s'agrandissent. Deuxième élément, les gens veulent des placards pour ranger. Aujourd'hui, on a de plus en plus de logements où, pour diminuer la surface et le coût de construction vu le prix du foncier, on diminue la surface globale d'usage et y compris la taille des placards. Ils veulent un garage ou de quoi stationner leur voiture pour justement ne pas avoir à l'utiliser et ne pas avoir à la laisser sur le domaine public à risque, et ne pas avoir à payer des amendes ou des abonnements dans des parkings. Ça, c'est une demande très forte sociologique. Et quatrième élément, ils veulent un rapport à la nature et à l'extérieur. Une terrasse, un jardinet, un jardin partagé en bas. Ça fait 25 ans que les urbanistes et les sociologues le disent. Et qu'est-ce qu'on construit encore aujourd'hui? Il faut le dire aux promoteurs immobiliers, il faut le dire à nous tous pour que dans les négociations du prix foncier, les portages fonciers, on diminue le coût du foncier
pour construire mieux et des appartements, des logements qui répondent aux attentes des habitants et qu'ils arrêtent de courir après la maison individuelle. Ils veulent de l'espace, ils veulent des mètres carrés, ils veulent des placards, ils veulent des parkings, ils veulent un rapport à la nature et à l'extérieur. Voilà, ça fait 25 ans qu'on le dit, on ne le fait toujours pas, on continue à avoir des promoteurs immobiliers qui font des appartements de plus en plus petits, sans placard, sans stationnement. Ça, c'est nous, le stationnement dans le PLUI, accessoirement. Hein. Voilà, donc je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut densifier et faire le ZAN, alors il faut faire une offre de logement dense, en centre-ville, compacte, mais qui... Oui, c'est un débat passionnant. Justement, Monsieur Confesson, vous venez juste de faire l'erreur. Le sujet, c'est pas de dire qu'il faut des appartements plus grands et faire des T3, T4, T5. C'est de dire que par catégorie, il faut qu'un T1 soit plus grand que ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Et que c'est pas vrai que les gens peuvent vivre dans 35 mètres carrés, Monsieur Confesson. Ils veulent plus, ils étouffent dans 35 mètres carrés. Et qu'aujourd'hui, et encore plus depuis le Covid, les gens veulent avoir de l'espace. Vous pouvez ne pas vouloir l'entendre, mais c'est une réalité sociologique et toutes les études le montrent. Vous voulez répondre aux habitants et aux attentes, arrêtez de faire des T1 de 30 mètres carrés. Voilà, le message est assez clair. Madame Belair, j'aime beaucoup recevoir des leçons sur la réhabilitation des logements, mais alors juste pour rappeler à tout le monde que la rénovation n'agrandit pas les appartements, hein, puisque par nature c'est de la rénovation, si c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc on peut par contre éventuellement sur des rénovations ajouter des terrasses et des balcons par l'extérieur. Ça se fait beaucoup pour avoir des espaces extérieurs. Donc n'hésitez pas à le faire. Et en l'occurrence, sur les appartements que vous avez cités, toutes les générations de T1, et il y en a très peu d'ailleurs, malgré la demande de M. Confesson, T2, T3, T4, continuent à rétrécir par rapport aux besoins et aux attentes des habitants. Donc venez pas me servir que ce sont des opérations idéales et modèles, puisqu'en l'occurrence, ça ne marche pas. L'autre enjeu, c'est qu'en fait, lorsque vous rénovez, et on le voit à Mistral. Dans les tours de Mistral qui ont été rénovés, la rénovation, c'est cheap. Et c'est déjà tout déglingue d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où c'est de mauvaise qualité, les habitants n'ont pas de respect sur les montées d'escalier et tout est déjà déglingue alors que ça a 1 an seulement la rénovation à Mistral. Donc je veux dire, on peut se raconter tout ce qu'on veut, mais à un moment, si on ne propose pas de la qualité d'habitat et de vivre ensemble et des espaces communs, alors ça génère de la contre-performance dans comment on utilise, comment on a l'usage des communs. Ensuite, Madame Belair, là encore, commencez par réaliser vos objectifs de logements sociaux à Grenoble. En essayant de faire 100% de logements sociaux, ce serait quand même super par rapport aux objectifs que vous votez en conseil municipal. Je pense que ce serait déjà un bon point avant de venir me faire la leçon. Et enfin, Monsieur Carignon, pardon, mais vraiment, vous dites des contre-vérités affligeantes. La seule chose avec laquelle je suis d'accord avec vous, c'est que oui, il faut faire plus d'îlots de chaleur au centre-ville de Grenoble, et c'est là d'îlots de fraîcheur, pardon. Il faut lutter contre les îlots de chaleur, vous avez raison, pardonnez-moi pour le lapsus, en ville, parce que c'est là que ça se joue. Et qu'effectivement, quand le maire de Saint-Égrève dit qu'il fait des îlots de fraîcheur à Saint-Égrève, ça nous fait une belle jambe, mais à Saint-Égrève, on a déjà 2 ou 3 degrés de moins qu'à Grenoble. Donc le vrai sujet, il est au centre-ville de Grenoble. C'est un vrai sujet. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on fait insuffisamment, et la majorité de Grenoble n'embrasse pas assez ce sujet au centre-ville de Grenoble. C'est la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec vous, Monsieur Carignon, parce que alors pour tout le reste, vous racontez vraiment n'importe quoi. Vous mélangez la précarité et la forme urbaine. Vous mélangez la précarité et la forme urbaine. Depuis 30 ans, et notamment à la Villeneuve de Grenoble, qui a fait l'objet de beaucoup d'études et de travail scientifique et sociologique sur ce quartier, ce n'est pas la forme urbaine qui fait la qualité de vie ou pas, qui crée ou pas la précarité. Et ce n'est pas la précarité qui va influencer sur la forme urbaine. Ça n'a rien à voir en réalité. Et pour ça, je vous donne un exemple de Saint-Égrève encore. Désolé, monsieur le maire, mais c'est un endroit que j'ai beaucoup fréquenté et que j'aime beaucoup. Quand on voit la forme urbaine du parc de Rocheplaine, je dis le parc privé, dans lequel il y a un très grand parc, avec même une piscine à l'époque, je ne sais pas si elle existe encore, où il y a 3 grandes bars qui ressemblent beaucoup à d'autres quartiers de Grenoble, qui a été construit dans les années 60-70, dans lequel, je suis désolée de vous le dire, monsieur Carignon, on vit très bien. C'est des classes moyennes, classes supérieures, qui se sont installées là-bas, et ce n'est pas la forme urbaine qui a créé la précarité, ce n'est pas la forme urbaine qui est inhabitable. C'est l'accumulation de la précarité qui fait
on crée des ghettos et que ces ghettos deviennent insupportables à vivre parce qu'on met la précarité sur la précarité. Et c'est ce qui se passe à l'Arlequin. Parce que là, en l'occurrence, on n'a pas la force, l'audace d'aller chercher de la mixité autrement que de replacer des gens toujours au même endroit et de mettre la misère sur la misère dans le quartier pop de Grenoble. Donc voilà, vous mélangez tout, vous ne savez pas de quoi vous parlez, et franchement, je trouve ça assez hallucinant. Et si on peut créer des logements avec la gestion des logements vacants et avec la reconstruction de la ville sur la ville, sans forcément aller tout bétonner. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi, parce que oui, il y a un avenir pour Grenoble, avec un logement pour tous à Grenoble.